C'est le moment d'accueillir notre invitée en ce 8 mars. Bonjour, Madame Fraisse. Bonjour. Geneviève Fraisse, vous êtes philosophe, historienne de la pensée féministe, chercheuse émérite au CNRS. Merci de nous faire l'amitié d'être là. L'une de vos plus récentes publications, on peut la montrer à l'écran, Les excès du genre, une enquête philosophique sortie en 2014 et reparue en janvier 2019 en poche. Alors, la question que je vais vous poser, évidemment, vous ne pouvez pas y couper en ce 8 mars. On a dû vous la poser d'un million de fois. Je prends quand même le risque. Cette journée du 8 mars, déjà, qu'est-ce qu'elle vous inspire? Elle m'inspire le temps de mon parcours personnel. On est passé de la journée de la femme à la journée des droits des femmes internationale. Je veux dire, il y a eu beaucoup de moqueries autour de cette chose instituée donc, depuis maintenant une quarantaine d'années. Et on peut voir plutôt le déploiement de l'intérêt que ça représente. C'est plus, ça a failli être à un moment, disons, il y a 10, 15, 20 ans, une fête des mères, quoi. C'était la fête de la femme à côté de la fête de la mère. Et puis maintenant, vous voyez bien cette semaine comme elle est sérieuse de par le monde, ici et aussi de par le monde. On en parle effectivement très très largement. Avant de poursuivre sur d'autres sujets, Geneviève Fraisse, un commentaire peut-être sur la féminisation des noms de métiers, de fonctions par l'Académie française. C'était il y a quelques jours, avant ce 8 mars. Opportunément, on est tenté de dire. Qu'est-ce que vous en avez pensé? Tant mieux si c'est opportun, hein. Je veux dire, ce que j'en ai pensé, c'est que je me souviens, il y a exactement 20 ans, quand sous le gouvernement Jospin, les femmes voulaient s'appeler la ministre et que ça déclenchait la colère de l'Académie française, une des colères de l'Académie française, ils arrivent après coup. Est-ce que c'est pas finalement souvent les institutions qui arrivent après coup, c'est-à-dire après l'histoire qui est déjà en train de se faire? Moi, ça fait un certain nombre d'années que je dis que je suis une autrice et non pas un auteur. Donc je pense qu'ils prennent acte de ce que la langue a déjà changé. Autrice de nombreux ouvrages sur l'égalité des sexes, les questions qui vous sont chères. Justement, on va entrer dans le vif du sujet. Et l'un de vos thèmes de recherche, c'est la question du genre. Qu'est-ce qu'on sait aujourd'hui du genre? Qu'est-ce qu'il nous reste à savoir? Alors d'abord, ce qu'il faut remarquer, et c'est important, c'est que c'est ce qu'on appelle une tentative, permettez-moi ce mot-là, conceptuelle. C'est-à-dire trouver le bon mot pour parler de quelque chose, le mot sexe semblant restrictif dans certaines langues, par exemple. En anglais, ça ne veut pas dire la même chose qu'en français, des choses comme ça. Donc genre, c'est ce que j'appelle une promesse conceptuelle, du bon vocable. Après, ça a quelques décennies de temps, ça a commencé au milieu des années 70-80. Ce qu'on voit aujourd'hui, c'est plutôt une sorte de confusion, c'est-à-dire c'est à la fois une solution et un problème. C'est une solution parce que précisément ça apporte un nouveau terme, mais un problème parce qu'on l'emploie au singulier, on l'emploie au pluriel. Alors si c'est pour dire les genres, c'est-à-dire les hommes, les femmes, c'était pas la peine d'aller chercher un mot nouveau. Si c'est le genre, c'est-à-dire pour dire qu'on vit que le monde est sexué et que donc la question du genre, j'aime beaucoup l'adjectif moi, genré, de dire que c'est un problème genré. Je pense que l'adjectif ne pose pas de problème. Le mot lui-même hésite encore entre le singulier et le pluriel, et du coup laisse un peu de désordre. Mais comme c'est une promesse... Si je vous comprends bien, on fera très nettement la différence entre un problème de genre et un problème genré. Ce n'est pas la même chose. Ah, ça, c'est une très très bonne question. Parce que précisément, quand on va dire genré, il y a quelque chose de transversal. Quand on dit c'est un problème de genre, au contraire, on catégorise. Vraiment, votre question est vraiment parfaite. Vous êtes historienne de la pensée féministe, philosophe, on le rappelle. Quel est aujourd'hui l'état de la recherche sur la pensée féministe? Alors, la pensée féministe, ça c'est le terme que moi j'emploie parce que je ne fais pas de théorie. J'arrive pas avec une théorie, mais il y en a d'autres qui en font et je les respecte, voire les admire. Mais pour ma part, c'est seulement restituer ce qui depuis plusieurs siècles existe, à savoir une pensée qui essaye de se construire autour des rapports de sexe, mais aussi de l'égalité des sexes, bien sûr. On vit à l'ère démocratique. En tout cas, dans certaines régions du monde, c'est très clair. Donc ça, c'est pour ce qui est de la pensée. Maintenant, moi, ce que j'observe évidemment depuis une vingtaine d'années, c'est une accumulation du savoir. C'est-à-dire que de très nombreux chercheurs et chercheuses, donc des deux sexes, je dis sexe à cet endroit-là, sont en train d'accumuler un savoir qui nous manquait, de par les siècles et de par le monde.
Un mot, Geneviève Fraisse, des conquêtes des femmes à travers le temps. C'est impossible de toutes les énumérer parce qu'il y en a un certain nombre, mais vous relevez que, et je vous cite, que le droit est une puissance formelle qu'il permet mais ne garantit aucunement la transformation des choses. La domination masculine résiste et sait se défendre. Ce sont vos mots. Expliquez-nous. Alors, d'abord, disons, dans nos contrées, la question formelle, c'est-à-dire la question de l'obtention des droits, depuis 2 siècles, on va dire, prenons l'exemple de la France, depuis les lendemains de la Révolution française, il y a tout un cycle de droits qui s'est déployé. Droit civil, que le Code civil avait quand même, de Napoléon avait bien malmené, droit politique, droit de vote, ça prend quand même des décennies. Il fête les 100 ans du droit de vote en Allemagne en ce moment, nous on en est loin des 100 ans du droit de vote en France. Puis il y a les droits économiques. Là, c'est vrai que l'Europe a joué un rôle fondamental avec ses directives, il faut toujours le dire. Puis les droits familiaux, l'égalité père-mère, notamment pour aller vite. Donc on a obtenu, c'est comme un cycle de droits qui s'est développé pendant 2 siècles, si je prends donc toujours l'exemple de la France et de l'Europe. Et à partir de là, la question s'est posée de savoir, une fois qu'on avait ces droits-là, comment est-ce qu'ils sont appliqués? Est-ce qu'ils sont appliqués? Vous posez aussi la question de leur réversibilité. Vous dites que les droits des femmes sont réversibles. Avant même de savoir qu'ils sont appliqués, c'est simplement que le formel, ce que j'appelle ça, le formel ne fait pas le réel. C'est pas parce que vous avez des droits, c'est pas parce qu'on dit qu'il faut l'égalité économique qu'il n'y a pas encore plus de 20% de différence de salaire entre les hommes et les femmes. Il faut constamment les remettre en balance. Ou simplement les améliorer, simplement les mettre en pratique. Ça, c'est le formel et le réel. La réversibilité, c'est autre chose. J'y ai pensé surtout à cause de la question de l'avortement, de par le monde, pour le coup, là. C'est qu'on a trop dit « Ah, les droits des femmes régressent ». Mais si on dit que les droits des femmes régressent, c'est qu'on croit au progrès. On croit qu'on avance comme ça vers des lendemains qui chantent et que tout ira bien. Comme vous dites, la domination masculine résiste. Donc quand je dis réversible, ça veut dire qu'ils peuvent repartir dans l'autre sens. Et on le voit sur l'avortement, dans un certain nombre de pays, pas seulement en Pologne. Là, les dernières élections en Espagne, dans le sud de l'Espagne, un des objectifs de ceux qui ont gagné les élections, c'est de mettre en cause la loi contre les violences sexuelles, qui est une des meilleures d'Europe en Espagne, etc., etc. On reste dans ce rapport réel, si vous le voulez bien, Geneviève Fraisse. Vous-même, vous avez été déléguée interministérielle sous Jospin, si ma mémoire est bonne. Vous avez été également députée européenne. La politique sait accompagner les sujets concernant les femmes, finalement? Bon, c'est ce que j'appelle mon service politique. Ce n'était pas prévu. Ça a duré 7 ans. C'est comme une conscription. Je souhaite à tout citoyen de faire un service politique. Puisqu'on discute beaucoup de ça en ce moment sur la représentation politique, je pense qu'on a les moyens de pouvoir représenter, d'être en représentation politique. Je l'ai moi-même éprouvé, puisque je n'ai jamais appartenu à un parti politique, mais je me suis retrouvée dans des situations assez particulières, de gauche plurielle notamment, dans cette situation. Alors, l'expérience du Parlement européen, parlons-en une seconde puisque c'est d'actualité, c'est une expérience tout à fait étonnante, parce que règne un échange démocratique, je pense tout à fait exceptionnel compte tenu de la multiplicité des pays présents et donc des cultures de dialogue ou d'affrontement qui m'a beaucoup appris. Je veux dire, moi l'intellectuel qui avait plutôt envie de m'opposer à ceux avec qui je ne suis pas d'accord, là on rentre dans un espace où toutes ces réunions qu'on fait pour se mettre d'accord sur des amendements ou des rapports, c'est une ambiance démocratique assez exceptionnelle. Dernière question, Geneviève Fraisse. Quand vous voyez l'état du monde, qu'est-ce qui vous donne des raisons d'espérer, s'agissant de cette question-là et d'autres questions, mais déjà celle portant sur la femme? Par exemple, si on prend 2 choses, si on prend l'histoire MeToo, ce qui était tout à fait étonnant, alors qu'on a beaucoup discuté de ce que les pays colons, comment ils avaient colonisé, comment on pouvait faire circuler les droits des femmes de manière universelle de par le monde, l'affaire MeToo a montré que c'était possible. C'est-à-dire que ça traversait les frontières de manière tout à fait inattendue, souvent, allant en Inde alors que ça n'allait pas en Italie, des choses comme ça. Donc ce qui m'a fait espérer, c'était cette idée de passage des frontières. Et puis la deuxième chose qui m'a fait espérer, qui vient aussi de MeToo, là alors locale, donc ici en France, c'est la jeunesse, en dessous de 25 ans. Pour elle, le féminisme est une évidence. Merci beaucoup, Geneviève Fraisse, d'être venue jusqu'à nous. C'était l'invité de ce vendredi à retrouver sur le site france24.com. Merci, bonne journée à vous.